La première idée, c'était de constater que la mondialisation libérale telle que nous la connaissons depuis déjà quelques années a généré des mouvements de contestation pluriels, diversifiés, et qui sont donc partis aux questions internationales. Et il nous semblait donc judicieux que dans une revue telle que la nôtre, nous puissions traiter, réfléchir et mettre en perspective ces différents mouvements. Ça, c'est la problématique de départ. Deuxième idée, c'était d'essayer de contextualiser et de périodiciser ces mouvements de contestation pour voir quel est le rapport qui existe entre chacun d'entre eux, ou s'il n'y en a pas éventuellement, c'est ce qu'un certain nombre d'articles nous permet d'établir. En termes de contextualisation, nous sommes volontairement partis de l'année 2009. Non pas qu'il n'y ait pas eu de mouvement de contestation auparavant, mais nous considérons, et d'ailleurs l'interview avec Michel Vievorka le montre assez clairement, que l'élection présidentielle en Iran en 2009 et le mouvement de contestation qui a suivi cette élection frauduleuse a généré un certain nombre de mouvements, non seulement en Iran, puis plus tard dans un certain nombre d'autres pays. Non pas pour les mêmes raisons, bien évidemment, mais en termes de périodicisation, cela nous a paru relativement cohérent. Il a fallu ensuite, et c'est ce que nous avons tenté de faire, essayer de voir ce qui est nouveau dans ces mouvements de contestation par rapport à d'autres mouvements de contestation qui avaient pu voir le jour, par exemple en 68 en France et dans l'ouest de l'Union européenne, etc. Nous avons essayé aussi de voir, d'examiner, d'évaluer le type de rapport qu'entretiennent ces mouvements de contestation avec les partis politiques classiques ou avec les organisations syndicales. Et nous avons constaté que bien souvent, les mouvements de contestation syndicale, les syndicats, n'avaient que peu de rapports organisés avec ces mouvements de contestation, nouvelle manière, si je puis dire. Nous avons aussi tenté d'établir un bilan de ce qu'on appelle communément l'altermondialisme, puisque ce mouvement a émergé il y a maintenant une vingtaine d'années. 20 ans après, quel est le bilan? De ce point de vue, nous avons un article d'Eddie Fougier qui est assez édifiant sur cet aspect des choses. Enfin, et bien sûr, nous avons tenté, de façon certes non exhaustive, d'établir une sorte de plan de situation, d'état de situation des plus récents mouvements de contestation, bien évidemment le monde arabe, nous n'y coupons pas, la Turquie, le Brésil, l'Espagne, New York, etc. Donc encore une fois, sans prétendre à l'exhaustivité, essayer de fournir une sorte de panorama, de tableau de bord de l'état actuel de ces mouvements de contestation. Voilà les grands axes de ce qui constitue ce dossier. Le premier dénominateur commun, c'est l'aspect de la résistance, c'est-à-dire que il y a des effets multiples de ce qu'on appelle la mondialisation libérale. Cette mondialisation libérale génère incontestablement des inégalités sociales de plus en plus criantes au sein de nombreux États, et nous faisons d'ailleurs référence à un rapport de l'ONG Oxfam qui est paru en janvier 2014 et qui est très édifiant de ce point de vue. Et donc le fait que s'il y a une mondialisation, cela génère immanquablement des mouvements de résistance, des mouvements de combat, c'est une loi de l'histoire qui se répète, mais qui prend actuellement de nouvelles formes. Première idée. Deuxième idée, deuxième point commun, c'est peut-être que ces mouvements, dans leur ensemble, sont plutôt le fait des classes moyennes, c'est-à-dire notamment dans les parties les plus jeunes, scolarisées et estudiantines de ces classes moyennes, pour une raison assez simple. C'est que la plupart de ces jeunes, ou de nombreux d'entre eux, lorsqu'ils sortent de leurs études, ne trouvent pas de place sur le marché du travail. C'est d'ailleurs une des raisons fondamentales qui permet de comprendre cette fameuse onde de choc politique qui traverse le monde arabe depuis maintenant plus de 3 ans. Et puis un autre point commun que nous avons constaté, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure précédemment, c'est ce mouvement de contestation, mais qui en même temps génère une profonde méfiance vis-à-vis des appareils politiques traditionnels, vis-à-vis des syndicats traditionnels. Ces trois points communs qu'on retrouve à travers les pays, qui sont parfois déclinés de façon différente, mais de ce point de vue, ces trois caractéristiques sont assez prégnantes sur l'ensemble des mouvements de contestation que nous avons abordés. Je pense qu'il y a plusieurs raisons, bien évidemment. La première d'entre elles, c'est la question de la spontanéité. Parce que autant la spontanéité fait la force de ces mouvements au moment de leur cristallisation, en même temps, c'est leur faiblesse. Parce que si ces mouvements ne parviennent pas à se structurer, à se fédérer, immanquablement, ils se dilapident rapidement. Leur énergie contestatrice se dilapide, et c'est une des raisons pour lesquelles
au-delà des flambées parfois de violence qui existent, et en tout cas de contestation, ces mouvements n'ont pas, à ce jour en tout cas, réussi à se structurer dans la durée à cause de cet aspect très spontané. C'est une des limites incontestablement des mouvements de contestation actuels. La deuxième limite, je crois, c'est leur incapacité, ou leur refus éventuellement pour certains d'entre eux, à se poser la question du pouvoir politique, de la conquête du pouvoir politique, de la question du pouvoir d'État, etc. Or, un mouvement de contestation, quel qu'il soit, s'il veut dépasser le seul cadre syndical, qui a toute son importance, est obligé obligatoirement de se poser la question du pouvoir politique et donc du pouvoir d'État, ce que à ce jour ces mouvements de contestation n'ont pas voulu ou n'ont pas été capables de faire. Enfin, troisième élément, et ça c'est très important pour toute personne qui s'intéresse aux questions internationales, c'est le fait que, pour l'instant en tout cas, ces luttes sont marquées par leur aspect très national, c'est-à-dire qu'il y a une incapacité à se structurer au niveau international, ce qui est pour le moins un paradoxe, puisque ces mouvements se sont constitués en réaction au processus de mondialisation libérale, ce qui pose donc objectivement la question d'une sorte de nouvel internationalisme à inventer. Voilà des points communs et des limites de ces mouvements, dont j'espère ce dossier a permis de tracer, encore une fois de façon non exhaustive, mais de façon très précise et illustrative, un certain nombre de points communs, de points saillants de ces mouvements de contestation.